que nous avons détaillée, elle est connue dans nos mondes occidentaux, c'est ce qu'on observe, c'est ce que vous avez pu observer pour ceux qui l'ont connue ou qui l'ont vue dans leurs proches. Mais elle diverge aussi de la dépression dans d'autres cultures, et notamment de celles qu'on retrouve dans d'autres rivages. On a vu que la pensée dépressive pouvait se substituer à la fatigue, au ralentissement, à l'absence de volition. On a vu que la pathologie de la tristesse, qui est celle qu'on imagine, elle devient aussi trouble de la motricité. Et cette diversité clinique, elle peut aller encore plus loin, notamment lorsqu'on quitte nos contrées occidentales pour aborder ces autres rivages. Et quand on prend en charge des patients d'origine subsaharienne, par exemple, d'Asie du Sud-Est ou sud-américain, on peut avoir l'habitude de chercher la dépression, et c'est ce qu'on fait en tant que psychiatre, derrière des apparences qui deviennent des apparences trompeuses. Ce qui fait que la frontière aussi entre le normal pathologique devient difficile à cerner. Les croyances dépressives chez ces sujets, elles divergent souvent du discours occidental. Il y a une moindre présence de la culpabilité, une moindre présence de l'indignité. L'expression, peut-être, elle en est moins aisée, elle laisse souvent la place à des plaintes qui sont assez floues, plutôt sur la fatigue, sur l'énergie. Une patiente africaine qui peut dire, par exemple, je suis fatiguée, mon corps ne me porte plus, je n'ai plus la force, je n'ai plus de force. On retrouve aussi dans ces formes de dépression des préoccupations physiques qui sont beaucoup plus marquées, et c'est un grand classique de la sémiologie dépressive, des douleurs diffuses des membres inférieurs, des sensations désagréables au niveau viscéral, une céphalée traînante. J'ai été notamment marqué dans ma pratique par une patiente qui était originaire de Mandchourie, dont les proches avaient noté le désintérêt progressivement croissant pour le monde, mais dont la seule plainte était une douleur persistante à l'arrière du crâne. Le discours de la dépression s'était mué chez elle en un discours sur le corps. Bon, comment différencier ces symptômes? En général, c'est l'efficacité des antidépresseurs sur ces symptômes qui a grandement participé à leur unification nosographique et nosologique, notamment en incorporant ces éléments venant de l'anthropologie. Face à ces symptômes, nous agissons en fait comme si nous disposions avec les antidépresseurs d'un test thérapeutique, ce qui permettrait par exemple, si l'on suit Jean Delay, que le traitement devienne lui-même un outil pour comprendre le phénomène. Ce qui rend aussi compliqué la frontière avec ce phénomène. Cette préoccupation corporelle, elle n'est pas anodine, et on abordera un peu cette question-là, j'espère, dans les questions, parce que notamment au regard de ce qu'on a abordé avant et au regard des nouvelles théories de la dépression, que j'espère pouvoir aborder avec vous, il y a des théories qu'on dit interoceptives aujourd'hui, des théories qui impliquent beaucoup le corps, la façon dont le corps et le cerveau communiquent, qui sont liées notamment à la façon dont le cerveau est capable de prédire ce qui est des signaux corporels, de prédire l'activité cardiaque, de prédire la motilité viscérale, de prédire la façon dont nos muscles vont se tendre ou se distendre. Et bien, toutes ces théories-là, elles sont centrales maintenant pour comprendre la dépression et pour la ramener vers quelque chose qui est beaucoup moins psychologique et beaucoup plus corporel. Puis ça résonne aussi avec le syndrome de Cotard dont on a parlé, sa sensation que les organes ont disparu et les préoccupations somatiques que dont peuvent parler des patients.